Bien, bonjour à tous. Donc là, cette vidéo a pour objectif de présenter la correction de l'exercice 4 et 5 du TD de l'UMOMAT. Dans l'exercice 4, la question est quelle est la relation entre le gap HOMO-LUMO en électron-volt calculé et la longueur d'onde du premier pic d'absorbance, c'est-à-dire celui qui a la longueur d'onde la plus grande. Et en fait, il y avait une première question, un premier jeu qui était de retrouver qui était qui. Donc l'éthylène, hein, qui a la base eth, donc avec 2 carbones, c'est le seul composé qui a 2 carbones. Le propène est un composé à 3 carbones, donc c'est celui-ci. Et on n'a pas à indiquer où est la double liaison, on considère que c'est la première par défaut. Pour le 4, nous avons le trans de butène. Puis après ici, là, nous avons 2,3 diméthyl, c'est-à-dire que sur le carbone 2 et carbone 4, nous avons en fait une chaîne de 4 carbones et il y aura chacun un méthyle en plus. Donc en fait, on sera sur 2 et 3 diméthyl de butène. Le 1,3 butadiène, la version isoprène qui est en réalité le 2-méthyl 1,3 butadiène, le cyclohexadiène, donc on n'est pas sur le cyclohexatriène, ce n'est pas le benzène, mais c'est le 1,3 cyclohexadiène. Donc c'est la même chose en fait que celui-ci, mais avec en fait là 2CH2. Et à la fin, nous avons un système beaucoup plus long, un système pi beaucoup plus long, qui est le bêta-carotène. On voit qu'à chaque fois que l'on augmente, on va dire, la partie, le nombre de carbone, en fait, on enrichit le système pi avec des systèmes donneurs, on va réduire le gap et donc on voit que le gap diminue. On voit que à l'inverse, la longueur d'onde augmente. Mais ici, la question, c'est pas juste de dire ça. Le but, c'est d'aller plus loin et de chercher une relation mathématique pour ça. Donc déjà, d'une part, quand vous avez ici quelle est la relation, le but, c'est vraiment d'établir une relation mathématique. Première approche, que certains généralement choisissent, c'est-à-dire je connais la formule mathématique qui relie l'énergie à la longueur d'onde et je vais utiliser ça pour voir. Ici, on va pouvoir choisir plutôt une approche basée sur les données, c'est-à-dire que à partir des données, nous allons regarder la tendance et vérifier. Donc la première chose que je conseille, et c'est très important en termes de compétences, c'est d'être capable de visualiser soit sur ordinateur, soit avec la calculatrice, l'évolution de la tendance. Donc nous allons prendre en fait les données, l'énergie en abscisse ou en ordonnée, peu importe, et la longueur d'onde, et on va voir graphiquement la tendance. Donc ici, nous avons la longueur d'onde en fonction du gap. Plus la longueur d'onde est grande, plus le gap diminue. D'accord. Et on a donc cette tendance. On voit bien donc effectivement que on a la tendance, que a priori il y a des points, mais on voit aussi surtout qu'a priori ce ne sera pas linéaire. Alors on peut tester. Pour ça, on fait une régression linéaire, c'est-à-dire qu'il va chercher à faire passer une droite qui va minimiser les moindres carrés entre les deux. C'est-à-dire que là, par exemple, ici c'est la différence, il fait ça au carré, 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 et c'est ce qu'on appelle une régression linéaire. Euh, ce n'est pas la meilleure de toutes les régressions, il y a des moyens, il y a des systèmes un peu plus intéressants. On aurait pu par exemple imaginer que là on aurait pu faire passer une droite sur presque tous ces points-là et on laisse de côté ce point-là. Ce point-là fait tout seul, à lui tout seul, remonter la courbe. Donc, si jamais ce point ici était une erreur expérimentale, ou de recopie, ou etc., à lui seul, il n'empêche d'obtenir une bonne relation. Donc, c'est ce que l'on appelle en anglais un outlier, une valeur extrême, et il est possible d'avoir des méthodes de régression qui prennent en compte ce genre de choses. Donc là, ici, la tendance visiblement n'est pas linéaire. Le R carré est de 0,92.
En fait, le r carré de 0,92, c'est pas assez. Vous voyez bien, on ne passe pas par tous les points, il y a quand même une différence non négligeable. Donc, plutôt que de chercher une autre corrélation, donc là par exemple, si on pense à 1 sur x, d'accord, on aurait pu faire une inversement proportionnelle. Mais les méthodes mathématiques qui permettent d'ajuster en 1 sur x ou en logarithme, etc., sont un peu moins efficaces. Je vous conseille plutôt de transformer les données pour vous rapprocher d'une forme linéaire. C'est-à-dire que si là vous pensez que l'énergie et la longueur d'onde sont proportionnelles en 1 sur quelque chose, on va prendre un des deux. Donc là, moi j'ai pris après la longueur d'onde et j'ai pris 1 sur la longueur d'onde. Et dans ce cas-là, en fait, on a toujours le gap et on regarde 1 sur lambda. Et quand on obtient ça, là maintenant, on a une droite linéaire avec un r carré de 0,99. On voit que tous les points ne sont pas parfaits, mais ça correspond pas mal. Et en fait, je me suis inspiré bien sûr de la relation de Planck qui nous a dit que l'énergie est proportionnelle à la fréquence et inversement proportionnelle à lambda. Quelque part, ici, on aurait dû avoir quelque chose qui passe par 0. Donc ici, déjà, on a une déviation par rapport à ce qui est attendu. Et ça, ce serait donc à peu près h fois c, en unité correspondante, puisque là, on est en électronvolts sur nanomètre. Et voilà. Donc on aurait pu vérifier, on aurait pu aller plus loin en allant chercher, par exemple, quelle était la valeur attendue du coefficient et voilà. Sachant que de toute façon, il s'agit de méthodes calculées, hein, c'est-à-dire que les HOMO et les LUMO, c'est une méthode approchée de l'équation de Schrödinger, donc on n'est pas sur une relation qui est parfaite là-dessus. Donc, moralité dans cet exercice, vous devez, si jamais vous avez des données, être capable de regarder visuellement la tendance, choisir la forme mathématique et essayer de se rapprocher d'une forme linéaire, parfois s'inspirer de connaissances de cours, comme ici la relation de Planck, et d'avoir un regard critique sur les résultats. L'exercice 5. L'exercice 5 est inspiré d'un article sur le Journal of Chemical Education de 2007, où le but est d'utiliser des calculs pour être capable de prédire les déplacements dans les longueurs d'onde de la bande d'absorbance, c'est-à-dire que en fait, le maximum de la longueur d'onde va changer en fonction de la substitution sur l'azulène. L'azulène, c'est ce cycle-là, c'est-à-dire un cycle à 7 et un cycle à 5. Il est isomère du naphthalène où il y a 2 cycles à 6. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a C10H8. Dans le naphthalène, que vous avez pu mesurer et étudier en TP, le composé était transparent. Alors que l'azulène, et c'est de là que vient son nom, a une couleur bleue, d'accord, d'où avec le lien avec le mot azur. Pour un C10H8, c'est-à-dire pour un système hydrogénocarboné, avec que du carbone et de l'hydrogène, avoir un système coloré, c'est extrêmement rare. Et c'est une base intéressante pour après fabriquer des colorants pouvant servir sur plusieurs choses. D'où on voudrait essayer par exemple de changer les propriétés du gap, cela va affecter la bande d'absorbance. C'est-à-dire qu'on a déjà une bande dans le visible, mais si on peut réduire encore plus, on pourrait décaler la couleur, etc. Donc il y a des propriétés intéressantes et c'est un système qui vaut la peine d'être étudié parfois, etc. Donc là ici, qu'est-ce que l'on a fait? On a fait des orbitales moléculaires, ça peut être du calcul en DFT, mais ça peut être aussi du UCAL, puisqu'il s'agit de système pi. Donc là, on voit que le lobe du dessus, d'accord. En fait, les lobes sont vraiment, on regarde la molécule d'en haut, donc on voit que les lobes du dessus,
mais il s'agit ici d'orbital pi ou pi étoile. La HOMO est comme ça. Nous avons ici une liaison là, une liaison pi là, et ici pas d'interaction entre ces deux. Pour la LUMO, nous avons une orbitale pi là et deux antiliantes ici. Là, il n'y a pas vraiment de liaison. Là, il n'y a pas vraiment de liaison, d'accord. Et la LUMO plus 1, il y a de plus en plus d'antiliantes. Là, il y a deux liantes, mais là, il y a antiliante, 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 antiliante. Donc celle-ci est encore effectivement plus instable. On remarque que tous les carbones n'interviennent pas sur la HOMO et la LUMO. Donc là, ici, l'idée dans cet exercice, c'est d'être capable de faire le lien entre l'image de l'orbital et la propriété d'absorbance. C'est quelque chose que vous retrouverez dans les autres contrôles continus, où il y a toujours des questions sur voici l'orbital frontalière, les orbitales HOMO-LUMO par exemple, et sur quel carbone faudrait-il substituer, ou qu'est-ce qui se passe si je rajoute ce substituant. Là ici dans la figure 2, on nous parle de l'addition d'un groupe électrodonneur, donc c'est-à-dire en gros d'un groupe donneur, ou d'un groupe accepteur, electron withdrawing, c'est-à-dire qui attire les électrons. Donc ici, si dans la partie A, nous mettons un groupement donneur, nous avons vu dans le cours de structure de la matière qu'un groupement donneur va faire monter le niveau de la HOMO parce que la molécule va devenir plus donneur. Et en règle générale, il fait aussi monter un peu le niveau de la LUMO. On remarque que si on substitue sur les carbones odd, O, even, il ne se passe pas la même chose. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit moyen d'un mémo technique. Odd est un mot en 3 lettres, c'est-à-dire en nombre impair, et ça veut dire impair. Heaven, heaven, pas heaven, parce que c'est pas la même chose. Heaven, c'est le paradis. Heaven, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 4 lettres, pair, ça veut dire pair. Donc, les carbones odd, c'est les carbones 1, 3, 5, 7. C'est-à-dire lui, 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 lui. On voit que sur la HOMO, il y a des coefficients sur les carbones impairs. D'où, quand je rajoute ici un substituant sur un de ces 4 carbones, il va pouvoir se conjuguer avec ce carbone-là et la présence de ce substituant va faire monter l'énergie de la HOMO. Si jamais je substitue un groupe électrodonneur dans un carbone pair, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, il n'y a pas d'interaction avec le système pi, avec l'azulène dans la HOMO, c'est impossible parce que ce carbone n'intervient pas dans la HOMO. Donc, cette fois-ci, le niveau de la HOMO ne change pas. Si je prends un électrodonneur et je regarde ce qui va se passer sur la LUMO, ça doit monter un petit peu la LUMO. Or, ici, dans ce cas-là, la LUMO, elle est principalement sur 2, 4, 6, 8, d'où elle est uniquement sur le pair. Ça veut dire que quand je mets le substituant sur un carbone impair, comme il n'y a pas de recouvrement possible, le niveau de la LUMO ne change pas. Alors que quand il y a un recouvrement possible sur la LUMO, ça change. Qu'est-ce qui va se passer? Je mets un groupe électrodonneur. Dans le cas d'une substitution sur un groupement impair, le gap diminue, puisque la HOMO augmente en énergie et la LUMO reste pareil, donc le gap diminue. Donc la longueur d'onde augmente. Alors que quand je donne un groupe électrodonneur, mais je le mets sur un carbone pair, la HOMO ne monte pas, la LUMO monte, le gap augmente. Donc en choisissant où est-ce que je mets mon groupement électrodonneur, je suis capable d'obtenir deux effets antagonistes sur ma propriété. A l'inverse, si je prends un groupement électroaccepteur, un groupement accepteur, on a vu en cours que cela diminue le niveau de la LUMO, ma molécule devient plus acceptrice et moins donneur, c'est-à-dire que ma HOMO diminue. Sauf que là, de même, si je suis sur un groupement impair
je vais diminuer ma HOMO parce qu'il y a un recouvrement, mais pas l'HUMO parce qu'il n'y a pas de recouvrement. Donc l'effet principal accepteur, j'en profite pas. Par contre, je baisse mon niveau d'honneur. Le gap augmente. Si je mets un groupement électro-accepteur sur un carbone pair, il va y avoir cette fois-ci une interaction avec les carbones sur la LUMO. Je vais donc affecter l'énergie de la LUMO. Il sera plus accepteur, mais pas moins d'honneur, puisque sur la HOMO, il n'y aura pas d'interaction. Et donc le gap diminue. Moralité, vous pouvez me dire, si je cherche à diminuer le gap, il me faudrait mettre un groupement électrodonneur sur un carbone impair et accepteur sur un carbone pair, par exemple, ce serait encore plus efficace. Donc, j'attends de vous que vous soyez capable de lire les orbitales, de faire le lien entre le gap et la propriété des orbitales, et de pouvoir jouer avec l'idée de substitution. C'est-à-dire qu'en regardant la substitution, les carbones qui interviennent dans l'orbital sont les carbones les plus susceptibles, déjà à se faire réagir, à se faire substituer, mais aussi à après intervenir lors de la transition électronique. Hein. Donc là, les TD sont finis. Dans les CC, vous pourrez remarquer qu'il y a souvent quelques questions type TP, c'est-à-dire quelles sont les unités dans un graphique, calculer Dubert et Lambert, discuter en fonction de la qualité des résultats, proposer, etc. Puis, une discussion sur un lien entre une structure électronique et une propriété, avec des questions de cours de manière générale. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. À la prochaine.